Donc, on va évoquer les causes, les facteurs de risque associés et éventuellement des facteurs qu'on va considérer comme intermédiaires ou des facteurs confusionnels. On va essayer de faire un peu le tri avec tout ça, essayer de voir quand est-ce qu'on peut vraiment parler de causalité et lorsqu'on ne peut pas. Donc, Johanna l'a déjà assez bien évoqué, cette notion de lésion cérébrale. Ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment que ces enfants ont des lésions cérébrales de degrés différents. Ça peut paraître évident maintenant, mais pendant de très nombreuses années, par exemple, on parlait des enfants qui ont un déficit de l'attention avec hyperactivité, ils avaient plusieurs examens d'imagerie, on n'a jamais réussi à démontrer qu'il y avait de réelles lésions, jusqu'à ce qu'on puisse réussir à avoir certains examens de mesure au niveau du dosage de certains neurotransmetteurs, et donc on a réussi à montrer qu'il y avait de réelles lésions. Donc pour les enfants avec une cardiopathie congénitale, initialement, c'était principalement des examens post-mortem, et les lésions que l'on constatait, c'était plutôt des lésions ischémiques hémorragiques. Donc, les pistes sont parties autour du périopératoire et on pensait que, en fait, tout ce que l'on observait comme troubles phénotypiques était des troubles liés à la CEC, au clampage aortique, à la chirurgie cardiaque, etc., etc. Et puis progressivement, en fait, on a découvert que, en fait, in vivo, il y avait plutôt d'autres types de lésions qui étaient plus difficiles à mettre en évidence, et des lésions plutôt prédominantes comme sur la substance blanche, comme l'a expliqué Johanna, mais également au niveau de la substance grise et d'autres facteurs de lésions de microstructure. Et donc, il faut comprendre qu'il y a comme une signature lésionnelle chez les enfants qui ont une cardiopathie congénitale, une sorte d'amalgame comme l'évoque Volpe, un amalgame entre des lésions de dysmaturité, pas vraiment de l'immaturité cérébrale, mais une maturation cérébrale qui ne se fait pas bien parce qu'elle ne se développe pas dans des bonnes conditions, et puis des lésions acquises qui vont se faire au cours du temps de la prise en charge, etc. Et donc, pourquoi ce terme d'encéphalopathie de la cardiopathie congénitale? En fait, il vient en parallèle à l'encéphalopathie du prématuré que les néonates connaissent bien, parce qu'en fait, on a observé justement qu'ils avaient des lésions très similaires, notamment ces lésions de leucomalacie périventriculaire, kystique ou diffuse. Et il y a pas mal d'études qui ont été publiées où l'on montre qu'en moyenne, on considère qu'un enfant qui a une cardiopathie cyanogène, par exemple comme une transposition des gros vaisseaux, va avoir 4 semaines de retard de maturation par rapport à un enfant sans cardiopathie congénitale. Donc, un enfant qui naît avec une transposition des gros vaisseaux, par exemple, à 38 semaines d'aménorrhée, il faut considérer qu'il a l'équivalent d'un cerveau d'un enfant prématuré à 34 semaines d'aménorrhée. Et donc, progressivement, les recherches se sont faites sur le préopératoire, où on a réussi justement à mettre en évidence ce genre de lésions, donc avant toute chirurgie cardiaque, et deux types de lésions, donc les lésions prédominantes de dysmaturité cérébrale, mais également des lésions ischémiques avant toute chirurgie cardiaque. Et donc, la logique, comme l'a déjà présenté Johanna, c'était de se dire, donc, s'il y a des lésions préopératoires, est-ce qu'il y a des lésions fétales? Et ce papier publié en 2015 est très intéressant parce qu'il montre, donc, bien évidemment, que les cardiopathies cyanogènes ont des plus petits cerveaux en moyenne, mais il montre aussi, surtout, qu'en fait, ce ne sont pas toutes les parties du cerveau qui sont lésées de la même manière. Et on a donc l'impression qu'il y a une partie du cerveau qui va se défendre avec le concept de brain sparring, où le cerveau va peut-être favoriser certains flux de développement cérébral pour favoriser certains développements de parties du cerveau, et qui peut expliquer un peu les phénotypes que l'on voit, notamment des phénotypes neurodéveloppementaux avec des atteintes plutôt au niveau du cortex frontal, préfrontal. L'autre chose qui est intéressante dans cette étude, c'est que ce qu'ils arrivent à mettre en évidence, c'est que la différence de volume, elle se fait à partir du 3e trimestre. Et en fait, on va avoir cette notion de fenêtre de vulnérabilité. Et nous, ce qui peut être intéressant pour nous, c'est donc cette fenêtre thérapeutique. Quand est-ce que l'on doit agir? Est-ce qu'on doit agir avant que l'on constate ce genre de lésion? Et si on va un petit peu plus loin sur la microstructure, Johanna l'a déjà évoqué, lorsqu'on regarde une étude, c'est une étude qui a été faite sur des enfants avec transposition des gros vaisseaux et VU, on voit que le rapport de N-acétylaspartate sur choline est diminué par rapport à des enfants du même terme. Qu'est-ce que c'est que le rapport N-acétylaspartate sur choline? Le N-acétylaspartate, en fait, c'est le marqueur de l'apoptose cellulaire. Et donc, et la choline, c'est le marqueur de la régénération membranaire. Et donc, on voit qu'il
il y a plus de cellules neuronales qui sont détruites par rapport à la régénération. Donc, on voit qu'il y a cette notion de dysmaturité cérébrale qui est également vue lorsque l'on fait de la spectroscopie et que l'on analyse en fraction anisotropique. Et en fait, on voit que le développement de la substance blanche, notamment avec la fraction d'anisotropie, est fortement diminué. Et donc, on voit que les oligodendrocytes ont du mal à se développer dans un milieu qui n'est pas favorable. Et donc, passons réellement aux causes qui vont donner en fait ces lésions que l'on arrive à observer anatomiquement et microscopiquement. Donc, je vous ai mis ce schéma que j'aime bien qui a été publié par Morton, où il montre vraiment que ce sont des facteurs qui sont multiples et qui sont imbriqués, intriqués. Et donc, si l'on commence par les facteurs intrinsèques, donc un petit peu de génétique, globalement, en fait, on a très peu de données de génétique, mais il y a certaines études qui ont été assez importantes, notamment l'étude sur la polypoprotéine E. Deux mots de rappel sur qu'est-ce qu'est la polypoprotéine E. C'est une protéine de régulation du cholestérol qui va être transporteur des lipoprotéines. Donc, elle est synthétisée par les astrocytes, elle récupère les lipoprotéines, et selon le phénotype d'apolipoprotéine E, elle peut prendre une quantité plus importante ou moins importante de lipoprotéines. Et en fait, ces lipoprotéines-là vont servir au développement du réseau neuronal et donc de la création de différents dendrites. Et on sait, ça a été notamment prouvé dans la maladie d'Alzheimer, que le phénotype 4, epsilon 4 de la polypoprotéine, est extrêmement défavorable pour l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Il a notamment été montré qu'à partir de 75 ans, les personnes avec epsilon 4, il y avait 30% de ces personnes-là qui développaient la maladie d'Alzheimer. Donc la logique a été de se dire, peut-être qu'il y a des phénotypes d'apolipoprotéine E chez les enfants avec une cardiopathie congénitale qui vont être un marqueur associé aux atteintes neurodéveloppementales. Et donc, ce premier papier qui a été publié en 2007 a évalué une cohorte d'enfants tous opérés avec un outcome à 1 an, donc c'est le Bayley Scale à 1 an. Et donc le Bayley Scale est un facteur qui prend en compte le développement psychomoteur, donc en noir, et le développement Mental Developmental Index, un peu un équivalent du QI. Et donc ici, on a la moyenne de la population. La moyenne de la population, c'est un score normé, donc qui est à 100, avec une déviation standard à 15. Et donc, il y a deux principales choses qui ressortent de cette étude. C'est que la première, c'est que pour l'ensemble de la cohorte, comme vous voyez, ils n'atteignent pas la moyenne de la population générale. Et avec un score pour le développement psychomoteur, comme l'a déjà indiqué Johanna, qui était inférieur à la population générale. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont réussi à mettre en évidence que le phénotype epsilon 2 était associé à de moins scores neurodéveloppementaux, alors qu'on aurait pu penser que c'était le même phénotype que la maladie d'Alzheimer, l'epsilon 4. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est confirmé? Ça a été confirmé avec la même cohorte 4 ans plus tard, avec d'autres tests neurodéveloppementaux, donc des tests un peu sur des domaines plus spécifiques comme les fonctions exécutives, les interactions sociales. Et donc ça a été montré également que toujours ce même phénotype, donc epsilon 2, était associé à de moins scores neurodéveloppementaux dans les fonctions exécutives et les interactions sociales. Petit bémol dans cette étude, il s'agissait quand même d'un rapport fait par les parents, donc il y a potentiellement un biais de mesure. Et ce qui était aussi intéressant à voir, c'était qu'en fait, epsilon 4, qui est associé à la maladie d'Alzheimer, avait en fait les meilleurs scores pour ces enfants-là. Et puis, bien évidemment, on se demande si ces résultats-là vont être reproductibles sur une autre cohorte, et donc ils ont fait exactement la même étude sur une autre cohorte avec des patients, une prédominance de patients avec des ventricules uniques, et en effet, cette même étude à 2 ans a montré qu'il y avait une association entre epsilon 2 et de moins bons scores neurodéveloppementaux pour le psychomoteur développemental index. Mais dans cette étude également, qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré que la variance expliquée de epsilon 2 pour les atteintes neurodéveloppementales ne représentait qu'1%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être il y a une association génétique, mais que probablement ça ne joue pas énormément, en tout cas pour l'ApoE, dans la balance pour expliquer les atteintes neurodéveloppementales. Encore une seule étude que je peux vous évoquer pour l'atteinte génétique, la suspicion d'atteinte génétique, c'est cette étude qui a été publiée dans Science par OMSI en 2015, si je me souviens bien. Voilà.
Et donc, en fait, cette étude, pourquoi je vous la montre? Parce que on estime, l'hypothèse, c'est de se dire, bon, bah, peut-être qu'il y a certains facteurs génétiques qui vont peut-être favoriser le développement cardiaque et qu'après, en fait, les cardiopathies congénitales vont altérer le neurodéveloppement par l'hypoxie, l'hypoperfusion, etc. On va en parler juste après. En fait, c'est la première étude qui va émettre l'hypothèse que potentiellement, il y a peut-être un facteur ou plusieurs facteurs génétiques communs qui vont entraîner une mauvaise embryogenèse cardiaque et également les atteintes neurodéveloppementales. Et en fait, comment est-ce qu'ils ont fait ça pour aboutir à cette conclusion? Ils ont regardé la proportion de mutations de novo aboutissant à des protéines mutées non fonctionnelles chez les enfants avec atteintes neurodéveloppementales en bleu, donc pour la proportion de gènes identifiés dans les atteintes neurodéveloppementales. Et puis, ils ont regardé pour la proportion de gènes identifiés et dans les atteintes neurodéveloppementales et dans l'embryogenèse cardiaque. Et ils ont regardé ça pour les enfants avec cardiopathie congénitale sans atteinte neurodéveloppementale. Et ils l'ont comparé aux enfants avec cardiopathie congénitale et atteinte neurodéveloppementale. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que la proportion, donc l'enrichissement de la mutation des novo était nettement plus importante. Et en fait, ils ont essayé de regarder plus précisément à quoi correspondaient ces gènes, et ils ont montré qu'il y avait un overlapping important avec plusieurs mutations sur un groupe de gènes, plutôt des gènes qui sont censés rentrer dans la régulation, la transcription et notamment les splicéosomes. Voilà, donc cette étude, elle ne va pas parler de causalité, mais elle va juste dire, bon, bah, peut-être qu'il y a une autre piste génétique potentielle à explorer. Est-ce qu'il y a un facteur commun entre atteinte cardiaque et neurodéveloppement? Maintenant, on va évoquer donc, les facteurs que Morton met dans la catégorie des facteurs préopératoires et donc l'impact ou le retentissement de la cardiopathie congénitale sur le développement cérébral. Donc, vous avez très probablement déjà vu ce schéma de Sun où il évoque l'hypothèse de dire que en fait, la cardiopathie congénitale a un impact sur le cerveau en développement dès le fœtus. Ici, vous voyez un cœur normal et on voit que l'oxygénation cérébrale et le développement cérébral se fait dans des bonnes conditions avec un apport approprié en oxygène. Pour la transposition des gros vaisseaux, on voit que l'apport, le débit sanguin se fait de manière normale jusqu'au cerveau, mais dans des conditions d'oxygénation qui sont moins bonnes, avec une saturation qui est estimée aux alentours de 40% pour le développement cérébral. Pour l'hypoplasie ici du ventricule gauche, l'exemple qui met en évidence les deux phénomènes en même temps, c'est donc l'hypoxie cérébrale et également l'hypoperfusion cérébrale. Et donc, on arrive à toucher, intuitivement, on se dit que le cerveau, les cellules neuronales en développement, si elles n'ont pas l'apport suffisant d'oxygène, peut-être que le développement se fait dans des mauvaises conditions. Et donc, cette hypothèse-là a été confirmée sur modèle animal. Donc ici, il s'agit d'une étude animale de porcelets qui ont été soumis à une hypoxie sévère. Et donc, en haut, vous avez les contrôles et en bas, vous avez les porcelets. Et donc, ce qu'on arrive à voir, c'est que les porcelets qui ont une hypoxie cérébrale, en fait, ils ont un moins bon développement du cortex, un développement du cortex cérébral qui est moins important, vous voyez, entre là et là, que la proportion du développement de cellules neuronales est moins importante entre là et là, et puis ce développement qu'on a déjà évoqué, l'arborisation et les cellules dendritiques, sont également moins importantes chez les porcelets qui ont eu une hypoxie cérébrale et les contrôles. Donc on arrive à confirmer un petit peu cette hypothèse sur modèle animal. Et puis c'est également confirmé in vivo. C'est confirmé in vivo avec des techniques d'imagerie, des T2 étoiles, qui permettent en fait de mesurer le taux d'oxygène sur une partie précise. Et donc, ici, en mesurant le taux d'oxygène avec le T2 étoile entre une population de contrôle, une population de transposition des gros vaisseaux et une population d'enfants avec une cardiopathie obstructive du corps gauche, il montre qu'il y a clairement une nette différence avec, je ne vais pas marquer les coefficients, mais des coefficients très importants, donc probablement une différence très, très significative sur le plan clinique.
Et donc, on a parlé un peu de génétique, on parle de l'impact du cœur sur le cerveau, et puis il y a un troisième acteur qui rentre en jeu et pour lequel il commence à y avoir quelques études, c'est le placenta. En se disant, peut-être qu'il y a aussi également une dysfonction placentaire qui fait que cet apport en oxygène est difficile. Très peu d'études sur le placenta, il y a globalement 2 études avec une proportion assez importante d'enfants avec cardiopathie congénitale. Une étude publiée en 2015 sur une vingtaine d'enfants avec hypoplasie du ventricule gauche qui montre que le poids des placentas de ces enfants-là était nettement diminué par rapport au contrôle, et puis montrait également une augmentation de la sécrétion de la leptine pour faire du recrutement vasculaire, parce que probablement que la placentation ne se faisait pas bien. Une autre étude publiée en 2018 qui montrait qu'il y avait une proportion importante de thrombose chez les cardiopathies congénitales sévères et d'infarctus. Et donc, l'hypothèse sous-jacente, c'est de se dire que si la placentation se fait mal, est-ce que, du coup, l'apport en oxygène est également pas assez bien fait? Et c'est donc ce qui a été démontré récemment sur un papier de Sun, qui a, toujours avec cette technique de T2 étoile mapping, montré qu'au niveau de la veine ombilicale, directement, il y a une saturation en oxygène qui est moins bonne chez certains types de cardiopathie congénitale. Donc là, il s'agissait d'une proportion importante de transposition des gros vaisseaux et quelques ventricules uniques. Et il montre également dans une autre étude que c'est complètement corrélé entre une hypoxie qui est mesurée directement au niveau de la veine ombilicale et l'hypoxie qui est mesurée au niveau de la aorte ascendante. Si on parle de placentation, on va bien évidemment parler de retard de croissance. Johanna l'a déjà évoqué. Donc, le retard de croissance ou petit pour la gestationnelle, pourquoi est-ce que je vous en parle là? Parce que, comme vous le savez peut-être, il y a une proportion importante de retard de croissance chez les enfants avec une cardiopathie congénitale. Une récente méta-analyse a montré que pour l'ensemble des cardiopathies congénitales, on estimait qu'il y avait à peu près 20% de retard de croissance, 14% pour les cardiopathies isolées, versus 6% pour la population générale. Et pourquoi est-ce que je vous en parle? Je ne vais pas vous en parler comme une causalité, mais plutôt peut-être comme un facteur intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été démontré dans plusieurs articles que le fait de naître petit pour la gestationnelle était un facteur de risque extrêmement important pour les atteintes neurodéveloppementales, aussi bien sur le plan cognitif, moteur et langagier. Et donc, on peut se dire que peut-être il y a une partie de l'effet de ces atteintes neurodéveloppementales qui passe par une proportion importante d'enfants qui ont un retard de croissance. Et ça a été rapporté sur l'étude Epicard à 3 ans que Johanna a publiée, en montrant justement que le retard de croissance intra-utérin était associé en modèle multivarié à moins 14 points sur le QI. Donc, c'est-à-dire, moins 14 points, c'est presque une déviation standard. Donc, c'est un facteur de risque ou un facteur associé majeur dans l'atteinte neurodéveloppementale à 3 ans. Si on parle de retard de croissance, je vais bien évidemment vous parler de prématurité. La prématurité qui est évoquée comme un facteur de risque pour les atteintes neurodéveloppementales. Et on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la proportion d'enfants nés prématurés nés prématurés parmi les cardiopathies congénitales est supérieure à la population générale, avec une proportion entre 10 et 15% selon que les enfants ont soit une cardiopathie isolée ou non isolée. Et pourquoi je vous parle de la prématurité? Toujours dans la même logique, est-ce qu'il y aurait également un effet médiateur de la prématurité? Comme vous le savez, les prématurés sont à très haut risque d'atteinte neurodéveloppementale, comme l'illustre cette étude récemment publiée, donc une étude d'épipage sur plus de 4000 nourrissons avec des outcomes neurodéveloppementaux à 5 ans. Et en fait, en jaune, ça représente la proportion d'enfants avec des atteintes neurodéveloppementales au niveau du QI à moins 2 déviations standards. Donc, moins 2 déviations standards, c'est un déficit intellectuel sévère. Et on voit que c'est bien évidemment associé de manière quasi linéaire à l'intensité de la prématurité, avec une proportion beaucoup plus importante chez les très grands prématurés et une proportion qui est quand même non négligeable chez les prématurés de 34 semaines à plus de 10%. Donc, potentiellement, une proportion également de l'effet que l'on observe qui peut être passer par la prématurité.
Si l'on regarde maintenant d'autres facteurs, donc les facteurs donc toujours à l'hôpital, les facteurs périopératoires, qu'est-ce qu'on peut regarder? Je vais bien évidemment vous présenter une des études clés qui a été publiée en 1995, où on a comparé l'arrêt circulatoire versus le low flow. Et donc, ce qui a été démontré dans cette étude publiée par Bellinger, c'est que l'arrêt circulatoire était associé à de moins bons scores neurodéveloppementaux, en tout cas pour les transpositions des gros vaisseaux, que le low flow bypass. Et que plus l'arrêt circulatoire était important, plus les scores, le PDI, donc le Psychomotor Developmental Index, étaient moins bons. Et donc, il a confirmé en faisant les études de cette même cohorte à 4 ans et à 8 ans, et donc il confirme toujours qu'il y a un effet de l'arrêt circulatoire versus le low flow pour différents types d'évaluation neurodéveloppementale avec des domaines plus spécifiques. Il montre par contre, et ce qu'a déjà évoqué Johanna, qu'ils ont une intelligence tout à fait normale avec un QI qui n'est pas associé à de moins bons scores, mais une tendance globale dans les domaines spécifiques moins bonne que la population générale. Donc, ce qui était intéressant, c'est que comme je vous ai évoqué au début, c'était les premières études. C'était les études où on se demandait si réellement tous les facteurs périopératoires étaient associés à de moins bons scores neurodéveloppementaux. Et en fait, lorsque l'on refait ces études, donc 15 ans plus tard, donc par exemple cette étude de Goldberg publiée en 2014, sur une population d'enfants avec ventricule unique et d'enfants qui sont réparés en biventriculaire sans obstruction du cœur gauche avec des outcomes à 4 ans, eh bien en fait, ils n'arrivent plus à montrer d'effet de l'arrêt circulatoire, et quel que soit le temps. Et on peut se dire, est-ce que le fait qu'on n'arrive plus à montrer d'effet, est-ce qu'il y a eu une amélioration des techniques chirurgicales, de la prise en charge, ou est-ce que c'est lié peut-être au sous-type spécifique de transposition des gros vaisseaux? Je vous rappelle que Bellinger a montré cet effet-là que pour les transpositions des gros vaisseaux. Eh bien, si on regarde pour la cardiopathie qui est considérée comme être le plus à risque, c'est-à-dire une cohorte d'enfants avec hypoplasie du ventricule gauche qui ont tous eu des Norwood, eh bien, à 1 an, de la même manière, aucun effet de l'arrêt circulatoire n'est montré aujourd'hui. Et donc, on parle de chirurgie et bien évidemment, on parle d'anesthésie. Globalement, il y a très peu d'études sur les produits anesthésiants. Mais il y a une étude qui est assez intéressante et qui correspond en fait à la recherche d'une association entre le temps à l'exposition d'un anesthésique volatile tel que les fluoranes, donc ici c'était par exemple le sévoflurane, et les atteintes neurodéveloppementales. Et donc ça a été une étude publiée en 2016 qui a montré que plus le temps d'exposition au fluorane était importante, moins bons étaient les scores neurodéveloppementaux. Mais quand on regarde un peu ce graphique, on se dit, bon, la majorité des gens, ils sont quand même des enfants sont opérés ici, il y a peut-être quelques rares cas ici avec potentiellement un parcours qui s'est mal passé et qui tire tout l'effet de leur côté. Donc peut-être que cet effet-là n'est qu'un effet de cohorte. Mais lorsque l'on regarde un petit peu les études animales, eh bien on regarde sur cette étude animale qui a été faite sur des bébés macaques, l'exposition à l'isoflurane, donc un autre de la partie des fluranes, pendant 5 heures d'affilée sur des bébés qui ont 6 jours de vie, montrait une proportion d'apoptose cellulaire beaucoup plus importante que les contrôles, 13 fois plus d'apoptose cellulaire. Donc très probablement qu'il y a tout de même un effet de certains produits anesthésiants, mais c'est les seules preuves que l'on a actuellement. Et donc, une fois qu'on parle du préopératoire, du péropératoire, il y a bien sûr plusieurs facteurs post-opératoires. Il y a les facteurs post-opératoires toujours à l'hôpital, et puis il y aura des facteurs aussi à rentrer à domicile, à rentrer à la maison. Et donc, bien évidemment, Johanna l'a déjà évoqué, ce qui est très fortement corrélé avec les atteintes neurodéveloppementales, c'est la durée d'hospitalisation, notamment en réanimation, pour lesquelles il a été montré de moins bons scores lorsque la durée d'hospitalisation était dans le dernier quartile. Donc ici, ça représente le dernier quartile, aussi bien pour le score global du QI que les scores langagiers, et une petite tendance pour les performances scolaires. Et puis, ce qui a également été montré pour la gestion du post-opératoire, c'est le low cardiac output, donc l'hypotension. Et ce qui a été montré, c'est qu'une hypotension dans les 48
heures post-opératoires systoliques de plus de 5 minutes étaient associées à l'apparition de nouvelles lésions cérébrales, notamment de leucomalacie périventriculaire. Mais ce qui était encore plus intéressant, c'était que c'était également montré pour l'hypotension diastolique avec une taille d'effet nettement supérieure. Et donc, comme autre facteur également, donc toujours dans la même logique, j'ai envie de vous dire dès le début, c'est l'hypoxie, l'hypoperfusion dès la période anténatale, et dans le post-opératoire, c'est aussi la même chose, c'est l'hypoxie et l'hypoperfusion. Et donc là, en termes d'hypoxie, il y a un petit peu un débat dans la littérature sur l'intérêt du monitorage par la NIRS. Certaines équipes disent que oui, ça sert à quelque chose, d'autres équipes disent que non. Et par exemple, sur cette étude-là, ils montrent qu'un monitorage par la NIRS leur permet de mettre en évidence de nouvelles lésions post-opératoires, et ils montrent plusieurs choses. Ils montrent que déjà, en préopératoire, pour cette population d'hypoplasie du ventricule gauche, il y a un quart d'entre eux qui ont déjà des lésions de type ischémique. Et puis, en post-opératoire, il y a 3/4 de ces patients qui sont opérés d'un Norwood qui ont de nouvelles lésions acquises. Et ils montrent que le monitorage par la NIRS met en évidence un effet, c'est qu'une hypoxie prolongée inférieure à 45% pendant plus de 3 heures était associée à l'apparition de nouvelles lésions, avec une sensibilité de plus de 80% et une spécificité de 75%. Et puis, donc ça, c'est l'équipe qui dit la NIRS sert à quelque chose, et puis il y a d'autres équipes qui ne retrouvent aucun effet de la NIRS, et notamment, ça, c'est une étude plus récente qui a été donc publiée il y a 3 ans, et sur une population d'enfants avec transposition du cœur gauche, VU et obstacle gauche. Et en fait, ils font donc, de la même manière, ils monitorent par la NIRS, ils font une IRM préopératoire et une IRM post-opératoire. Mais ils font l'IRM post-opératoire entre 5 et 10 jours post-opératoire. Et ils n'arrivent à montrer aucun effet de l'hypoxie cérébrale. Donc, est-ce qu'en 10 ans, il y a une amélioration des techniques de prise en charge post-opératoire, ou est-ce que c'est encore un effet spécifique de la cardiopathie? Ou une autre hypothèse que l'on peut évoquer, c'est que lorsque l'on fait un IRM à 5 et 10 jours, peut-être que les lésions en fait, ne sont pas encore présentes. Et ça, c'est un papier fondamental qui est sorti il y a quelques années, et en fait qui montre que initialement, lorsque l'on a une hypoxie importante, ce n'est pas forcément les oligodendrocytes qui sont atteints initialement, donc comme on voit ici à J3 de l'hypoxie, où il n'y a pas de grande différence, mais c'est plutôt les pré-oligodendrocytes qui sont fragilisés et qui rentrent en apoptose. Et donc, ce que l'on remarque, c'est qu'un mois après, là, on arrive à constater certaines lésions cérébrales. Et donc, toujours dans cette notion de timing, peut-être que lorsque l'on fait un examen d'imagerie, s'il est fait trop précocement, on peut être faussement rassuré. Enfin, une fois qu'on est sorti de l'hôpital, il y a certains facteurs qui sont fortement associés aux atteintes neurodéveloppementales, et pas que pour les populations d'enfants avec une cardiopathie congénitale, c'est les facteurs sociaux et économiques. Et notamment, il a été publié cette année, la force d'association extrêmement importante avec le faible niveau social et économique et des scores pour le QI, mais aussi pour des domaines spécifiques importants. Et nous, sur l'étude EPICARD, on a un peu montré la même chose. Nous, on n'a pas de classification en France pour le niveau social et économique, contrairement à ce qui a été fait aux États-Unis. Donc, nous, on a certains facteurs pris qui correspondent un peu à des proxys du niveau social et économique. Et nous, par exemple, ce que l'on a montré l'année dernière, c'est que lorsque la mère a un très haut niveau d'éducation, en moyenne, l'enfant a jusqu'à plus 9 points de QI. Donc 9 points de QI, c'est beaucoup, la déviation standard, c'est 15. Donc le haut niveau d'éducation maternelle, c'était considéré un bac plus 4. Lorsque la mère avait un très haut niveau d'éducation, qu'on considérait un bac plus 5 ou plus, là, on avait presque plus 13 points de QI. Et inversement, par exemple, lorsqu'on ne parlait pas le français à la maison, en moyenne, pour les cardiopathies congénitales sévères, là, ça correspondait aux cardiopathies congénitales cyanogènes, en moyenne, on en avait moins 7 points de QI. Et là, je vous montre une étude qui a été publiée cette année, une étude américaine. Vous savez, aux États-Unis, ils considèrent que la population afro-américaine, c'est une population
potentiellement fragilisés et à risque, et donc ils vont faire des études que nous, on ne fait pas en France. Donc ils comparent la population afro-américaine à la population blanche, entre guillemets. Et donc ce qu'ils ont montré, c'est que les enfants afro-américains avaient en moyenne moins 11 points de QI en comparaison aux enfants blancs. Et donc, ils le montrent ici en disant qu'ils ont moins 11 points de QI. Et donc après, ils font un modèle multivarié en se disant, bon, ben, on va ajuster sur tous les facteurs que l'on connaît à risque médicaux, comme est-ce qu'ils ont fait une crise convulsive, quel est le type de cardiopathie, etc. Et en fait, même en ajustant sur ça, eh ben, ils ont toujours le même delta avec une différence significative et une variance expliquée, c'est-à-dire qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance à 1% seulement. Donc, 1%, 1,6% qui est expliqué par les facteurs médicaux, entre guillemets. Et après, lorsqu'ils commencent à inclure d'autres variables, des variables sociales et économiques comme l'income, donc le niveau de revenu des parents et le niveau d'éducation et le niveau d'éducation, et bien là, à ce moment-là, il n'y a plus du tout aucun effet. Donc, il n'y a plus du tout aucun effet entre les blancs et les noirs, et il y a 70% de la variance qui est expliquée par ce modèle-là. Et c'est encore plus flagrant sur la réussite scolaire. Donc là, par exemple, sur la lecture. Et de la même manière, il montre qu'il y a une différence sur ce marqueur de la lecture. On a moins 8 points chez les Afro-Américains. Et en ajustant sur les facteurs de risque médicaux, eh bien, on aboutit à 3% de l'explication de la variance. Et on dépasse les 90% lorsque l'on ajuste sur les variables sociales et économiques, et notamment le revenu. Et donc, en fait, la réelle question à l'heure d'aujourd'hui, c'est que globalement, il y a plusieurs facteurs de risque, peut-être des facteurs intermédiaires, une sorte d'amalgame de facteurs qui va faire qu'à la fin, on va peut-être aboutir à des atteintes neurodéveloppementales. Mais la réelle question, c'est qu'est-ce qui pèse le plus à l'heure d'aujourd'hui dans la balance? Et donc, c'est un peu une question indirecte pour dire où est-ce que l'on doit agir globalement. Et donc, juste pour terminer, beaucoup de facteurs de risque, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Et donc, moi, je vous propose une petite analyse de cheminement pour essayer de voir un peu qu'est-ce qui est causal, qu'est-ce qui peut être intermédiaire, et pour réfléchir un peu sur où est-ce que l'on peut agir. Et donc, si je représente la cardiopathie congénitale qui a un effet sur l'atteinte neurodéveloppementale, eh bien, un des premiers effets qui est montré et pour lequel on a quand même des mécanismes assez important et pour lequel on peut quand même affirmer la causalité, c'est donc la répercussion du cœur sur le cerveau avec l'hypoxie et l'hypoperfusion cérébrale, qui est confirmée sur modèle animal, in vivo, et avec des phénotypes. Comme autre facteur peut-être intermédiaire, eh bien, on peut parler des facteurs de vulnérabilité néonatale, donc peut-être le retard de croissance, la prématurité, et c'est peut-être des nouvelles pistes, parce que comme vous le savez, la proportion d'enfants prématurés est en nette croissance grâce au progrès de la médecine périnatale. Les autres facteurs sur lesquels il va falloir qu'on continue à explorer, c'est peut-être les facteurs périopératoires, mais on a tout de même l'impression sur les différentes études qui sont publiées, peut-être qu'on a atteint une sorte d'effet seuil et qu'on ne peut plus s'améliorer sur ce genre de facteurs, en tout cas pour l'outcome neurodéveloppement. Et puis, certains facteurs qui doivent continuer à être explorés, mais que moi je considérais, et après on peut en discuter, mais que moi je considérais plus comme des facteurs de confusion, qui sont peut-être les facteurs génétiques, qui sont peut-être associés à la survenue de certains types de cardiopathie congénitale et également associés à des atteintes neurodéveloppementales, et également les facteurs sociaux et économiques, que je considère comme des facteurs de confusion, qui sont bien évidemment montrés comme ayant un effet très important sur les atteintes neurodéveloppementales, mais pour tout type d'enfant, et également probablement associés à un certain type de cardiopathie congénitale, notamment probablement à travers l'interruption médicale de grossesse, où l'on sait, et où ça a déjà été montré notamment sur les études EpiCarb, qu'il y a une certaine population qui choisit de maintenir la grossesse pour certaines cardiopathies sévères, et peut-être que c'est la population la plus à risque et qui mérite le plus notre attention pour justement réussir à pallier à ces attentes. Voilà, je vous remercie.